Bonsoir tout le monde. On est super content que vous soyez là, hyper nombreux, pour passer une chouette soirée autour du thème du fait que c'est possible, qu'on va avoir donc le plaisir d'animer. On est un peu comme, je sais pas, Nico, c'est je sais pas qui parce que j'ai pas la télé, mais avec Lionel Astruc, qui est un journaliste et auteur de plusieurs livres chez Actes Sud et qui a notamment sorti récemment un livre d'entretien avec Rob Hopkins et avec Vandana Shiva que vous allez avoir le plaisir de voir ce soir. Et moi, je m'appelle Cyril Dion et je dirige la collection Domaine du Possible chez Actes Sud. Je viens de faire un film qui s'appelle Demain. J'ai cofondé un mouvement qui s'appelle Colibri et un magazine qui s'appelle Kaizen que vous pouvez voir dehors. Donc, je vais appeler les intervenants de ce soir et je vais appeler en premier Vandana Shiva, qui n'est pas là. Donc Vandana qui va arriver, que vous devez connaître, qui est une des... Voilà. Qui a une formation de physicienne, qui est une des fondatrices de Navdanya et une des peut-être des altermondialistes et des résistantes les plus connues dans le monde, notamment pour sa lutte contre la biopiraterie et pour la préservation de la capacité de reproduire les semences. Je vais appeler Paul Watson. Hi Paul. You can sit over there. Paul qui est le fondateur de Sea Shepherd, qui est un pirate, un héros de la mer qui tâche de préserver le monde animal et particulièrement celui des océans. Je vais appeler Rob Hopkins. Rob qui est le fondateur du mouvement des villes en transition, enfin l'un des fondateurs, qui nous vient de Totnes en Angleterre. Je vais appeler Lamia, qui est la présidente de Sea Shepherd France. Je vais appeler Emmanuel Druon, qui est le fondateur et le président de Poche Eco, tu peux t'asseoir là, qui est une entreprise d'économie circulaire dans le Nord que vous allez découvrir, qui est formidable. Et avant qu'on commence cette conversation avec nos différents invités, ce que j'adorerais, c'est que vous nous disiez un petit peu, je vais descendre dans le public avec vous, ce que vous attendez de cette soirée. Avec quoi vous aimeriez repartir? Donc le thème de la soirée, c'est possible. Donc c'est possible de construire une autre société, c'est possible de changer le monde. Sans doute, peut-être, vous connaissez un certain nombre des gens qui sont dans cette salle. Qu'est-ce que vous adoreriez savoir? Avec quoi vous adoreriez rentrer chez vous tout à l'heure? Et qu'est-ce que vous voudriez surtout pas avoir manqué alors que tous ces gens formidables sont réunis sur cette scène? Qu'est-ce qui voudrait nous dire un petit mot? Donc, j'ai un deuxième micro. Et puis ça y est, maintenant vous n'avez plus envie de rien dire. C'est comme ça. Quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a une chose avec laquelle il adorerait pouvoir repartir, ou quelque chose qu'il voudrait vraiment savoir? Vous voudriez repartir avec des graines, mais ça oui. Je ne sais pas si Vandana a des graines pour chacun d'entre vous. Oui? Allez-y. Bonsoir à tous. J'aimerais repartir avec quelques éléments de recettes pour garder l'état d'esprit positif, pour garder tous les jours, parce que quand on a des projets, on a beaucoup de difficultés, il y a des challenges, etc. C'est jamais linéaire, c'est jamais smooth. Et comment on fait pour 20 fois sur le métier remettre son ouvrage et toujours garder à l'esprit que c'est possible au quotidien? Comment rester positif alors que c'est quand même très difficile d'avoir envie de changer le monde et qu'il y a plein de jours où on est très déprimé. Alors, il y a quelqu'un là-haut. Voilà, vous êtes super loin. Il faudrait que quelqu'un fasse une sorte de danse sur scène pendant ce temps-là pour essayer de meubler. Voilà, allez-y. Oui, donc ma question porte en fait sur le lien entre le politique et le citoyen. On sait qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se mènent, il y a plein de gens qui font des choses formidables un peu partout dans le monde,
mais comment c'est repris à un niveau politique pour que ça soit mis à l'échelle et que ça fasse plus d'émule. Voilà, merci. Ok, alors comment on fait le lien entre changer soi, les actions citoyennes et le politique? Quelqu'un d'autre? Ouais. Une bonne dose d'inspiration avec une petite recette, quelques outils concrets que l'on peut mettre en place, que ce soit en tant que citoyen ou en tant qu'entrepreneur social. Voilà. Une petite boîte à outils concrète pour repartir. D'accord? Ah oui, vous êtes tous de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire que vous avez attendu que je sois de ce côté-là de la salle pour lever la main, je comprends. C'est beaucoup plus simple. Où ça? Ah, formidable, je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Merci. Je voulais savoir le lien entre les politiques et nous, les citoyens, aussi le lien entre générations. Comment j'explique à mon père que c'est encore possible? Pardon, c'est pas de l'émotion. Voilà. C'est de la digestion, vous voulez. Voilà. Voilà. Comment je lui dis que je suis revenu et que papa, c'est possible, quoi. Super. Et puis ça peut marcher dans l'autre sens, d'ailleurs. Comment dire à nos enfants aussi que c'est possible? Oui, j'ai vu quelqu'un là aussi, c'est pour ça. Mais je reviendrai. Moi, je reviens sur le lien entre politique et citoyen. Moi, j'aimerais repartir d'ici en ayant l'impression que tous ici, on n'ira pas seulement voter demain, mais on se posera plus profondément la question de qu'est-ce qu'on peut faire après-demain et les jours d'après, chacun et ensemble, pour nous prendre les choses en main et pas attendre des politiques qu'eux fassent la suite. Comment réinventer la politique d'une certaine façon sans avoir juste besoin d'attendre les élections? Bonsoir, je vais parler anglais parce que les Français aussi savent parler anglais. Mais ils ont des casques okay. Pour avoir la traduction simultanée. C'est quoi Demain matin, on se réveille, on fait quoi? Le plus clair, efficace. Génial. J'aime bien ça. Qu'est-ce qu'on fait demain matin en se réveillant? Alors, on va en prendre encore peut-être 3 de l'autre côté, et puis après on va démarrer. Et il y aura un autre moment où je reviendrai. Remonte, ouais. Oui, bonsoir. Alors, moi, j'ai un petit jardin sans grande prétention et je voudrais savoir comment éduquer ma fille et comment lui apprendre des belles valeurs d'écologie et de biodiversité. D'accord. Alors, on est toujours dans les trucs de génération. Ouais. Alors, vas-y. En fait, moi, je voulais repartir juste avec un grand sourire de chacun d'entre eux parce que pour nous, c'est nos héros. Ah, chouette. Moi, je voudrais savoir comment faire pour concilier vivre en ville et avoir une vie qui soit écologique et voilà, qui soit sustainable. Génial. Allez, dernière. Est-ce qu'il y a des politiques dans la salle? Il y a des politiques dans la salle? Mais pour savoir si on commence à vous en mettre plein la figure ou pas. Non, bon, ça va. Non, mais c'est dommage, parce qu'il faut qu'il y ait des élus. S'il y en a des élus? Eh ben voilà, il y en a 2. Il y en a d'autres? Des élus locaux ou régionaux Bon. Parce qu'on a besoin d'eux. Mais alors peut-être que vous allez devenir des élus plus tard. Quand vous aurez compris que ça passe aussi par là pour changer le monde, peut-être. Bon, donc ça veut dire qu'on a plein de questions. Et on voit que c'est des questions très diverses sur cette idée de comment on peut faire pour changer, comment on peut commencer, comment on peut lier à la fois notre action individuelle et l'action politique, comment on peut faire pour embringuer les autres générations avec nous. Donc on va démarrer avec Paul, puis avec Lamia. On va commencer par regarder une petite vidéo de 2 minutes. C'est ce qu'on va faire pour chaque intervenant, pour vous donner un peu plus de saveur sur ce qu'ils font. Et ensuite, on va écouter Paul sur ce thème de c'est possible et sur les choses que vous avez pu exprimer. The most important issue on this planet right now is to protect and conserve biodiversity in the world's oceans. And I don't think people realize just how intimate
our connection is with the oceans themselves. Not only do they provide the very foundation of life and control our weather, but life just simply could not exist without a healthy ocean. The real problem, though, is apathy. It's all out of sight, it's all out of mind, and people don't even think about it. But it doesn't matter whether you live in Peoria or on the coast. The fact is, whatever happens in the ocean affects all life forms on the planet Earth. If the oceans die, then civilization collapses. We all die. We cannot live on this planet without the oceans. This is, in fact, not the planet Earth. It's the planet ocean, but because we're a land-dwelling species, we refer to it as Earth. But it is the planet ocean, and the oceans are the heart and the foundation of all life on the planet. Alors Paul, bonsoir. Quand on voit cet extrait et puis quand on voit votre action, on voit ce que vous faites, mais je pense que peut-être beaucoup d'entre nous ici qui visiblement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, se posent des questions sur ce qu'ils peuvent faire dans leur quotidien de manière concrète, se posent aussi la question par rapport aux poissons, la protection des océans. Demain matin, comme disait quelqu'un dans le public, qu'est-ce qu'on peut faire de concret pour aider à la protection des océans? Well, the first thing we can do to help conserve the ocean is not eat fish. There's simply not enough fish in the world's ocean to continue to support 7.5 billion people. That's increasing by 1 billion every decade. 40% of all of the fish that's taken out of our ocean is also fed to chickens and to pigs and to house cats and to domestic salmon. We're literally eating the oceans alive. And that with all of the other factors which are polluting the ocean through plastic, through sonar pollution or noise pollution, chemical, radiation, we're literally destroying the life support system for all of us. And that's a very, very difficult message to get across because it's a radical situation that requires a radical solution. For hundreds and hundreds of years, the Polynesians were able to protect their fish by instituting something called taboo, that a shaman would say, no fishing for 20 years. They're very severe penalties if anybody was caught fishing, because they realized that the fish were the foundation of their culture and their survival. We have no taboo areas in the world today. Everything is under assault. We have removed 90% of the fishes from the sea. And the one thing that I think is the most important thing to realize is that since 1950, we've lost 40% of our phytoplankton population in the ocean, and that provides over 50% of the oxygen that we breathe. And why have we lost that phytoplankton population? Because we have destroyed 90% of the fishes, but we also destroyed 90% of the whales. The whales are the farmers of the ocean. Whales provide the nutrients through their feces and what's called a whale pump, bringing up the nutrients from the below, putting them on the surface, iron, nitrogen, feeding the phytoplankton, which feeds the zooplankton. Because for millions of years, the oceans were that life support system working perfectly to give us the planet that we have right now. But only in the last few hundred years, a species that didn't belong there, us, went in and began to create incredible ecological chaos and destruction. We have to shut down all industrialized fishing operations. We have to stop the subsidies to these industrialized fishing operations. We have to convert to a plant-based diet if we're going to survive. And if we don't, there won't be any future. Coral reefs will be gone by 2025. The fish will be gone by 2048. It's very difficult for people to imagine that, but the ecological laws are very, very strict. And I just add one thing. To be an activist, you have to say things that people don't like. You have to do things that people don't want to be seen done. And if you're out to win popularity contests, it's not the role to be in, because a lot of people do not like anybody who's going to upset
the status quo. And that's what we have to do if we're going to change anything and find solutions. Lamia, est-ce que tu as envie de... Est-ce que tu as envie de dire quelque chose que les gens n'ont pas envie d'entendre Non, mais peut-être pour continuer et essayer de revenir vraiment sur le thème de cette soirée, c'est possible, et encore une fois, d'avoir vraiment de repartir avec des solutions concrètes, c'est ce qui ressort un peu des réactions du public. Oui, c'est vrai qu'il y avait des questions très intéressantes, et je pense que ça fera une discussion intéressante pour tout à l'heure. Une réponse très rapide, notamment à celle du monsieur qui demandait ce qu'il pouvait faire à partir de demain matin. Paul a amorcé la réponse. C'est vrai que choisir ce qu'on met dans son assiette et surtout choisir ce qu'on n'y met pas, c'est à la fois simple et compliqué. Ça semble impossible aujourd'hui pour certains d'être végétariens, et pourtant ça l'est. C'est vraiment possible. Moi, quand j'ai rejoint Sea Shepherd il y a 10 ans, je mangeais de la viande et du poisson. Et je me souviens que pour ma première campagne en Antarctique, ce qui m'effrayait le plus, c'était pas de passer 3 mois en mer sur un bateau au bout du monde, affronter une flotte baleinière, c'était d'être végétalienne pendant 3 mois. Je pensais vraiment que ça allait être hyper triste et morose et compliqué, et en fait, j'ai jamais aussi bien mangé de ma vie. Et surtout quand j'ai fait après l'analyse autour de ça et la cohérence qu'il y avait là-dedans, ça m'a d'autant plus motivée. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé les animaux, aussi loin que je m'en souvienne. D'ailleurs, mon engagement écologique, il est parti à la base d'un amour et d'une empathie pour les animaux, parce que j'ai jamais compris qu'on fasse cette hiérarchie dans la souffrance. J'ai jamais compris pourquoi la souffrance d'un oiseau, elle était moins importante que celle d'un humain, à partir du moment où lui aussi prend soin de ses petits. On sait qu'il y a des oiseaux qui font semblant d'être blessés pour éloigner les prédateurs de leurs bébés, qui risquent leur vie pour leur progéniture ou pour les leurs. C'est notamment très très fort chez les mammifères marins qu'on s'évertue à défendre avec Sea Shepherd. Donc à partir du moment où il y a cet amour, ces liens, cette souffrance, cette joie, j'ai jamais compris pourquoi finalement c'était moins important que nous. Et donc de là est venue après une prise de conscience plus globale sur les questions de la déforestation qui forcément amenait à la mort atroce de nombreux animaux. Et puis après de l'océan, c'est pour le coup mon engagement pour l'océan, il est venu de ma rencontre avec Paul Watson. Donc j'aurais été engagée dans l'écologie de toute façon, puisque j'étais de toute façon partie sur un parcours, j'avais repris des études pour faire un master en sciences de l'environnement alors que j'étais allergique aux sciences, mais que j'étais vraiment très très motivée. Ça aurait pu être les forêts, ça aurait pu être autre chose, mais je pense que la vie elle est faite de rencontres. Après c'est les choix qu'on fait qui font qu'il y a certaines personnes qui croisent votre route, et c'est vrai que Paul est quelqu'un d'extrêmement inspirant, et il m'a montré par l'exemple que justement c'était possible. Donc je pense que c'est un thème qui est vraiment au cœur de Sea Shepherd et de l'action de Paul et du coup de la nôtre, parce que vraiment c'est la démonstration par l'exemple qu'il est possible de faire autre chose que simplement constater, protester, se lamenter, et être au cœur de l'action finalement, même si effectivement ça vous place en première ligne et que c'est compliqué, parce que du coup c'est difficile de se protéger, mais dans le même temps, c'est un incroyable moteur. Donc la récompense, elle vient d'elle-même. Disons que quand j'ai commencé, j'aurais jamais pensé qu'un jour, je pourrais être à ce point active dans ce qui me tient le plus à cœur. Et finalement, la vie fait que... je sais pas, il y a des choses qui se passent quand vous suivez votre voie qui font que les choses se goupillent comme il faut. Et ça, j'y crois vraiment avec le petit recul que j'ai. C'est possible de trouver sa place dès lors qu'on s'écoute et qu'on ne se focalise pas forcément sur le résultat. Si je m'étais focalisée sur le résultat, je pense que je ne l'aurais pas fait parce que j'aurais jamais cru que c'était possible. Mais c'est vraiment faire ce en quoi on croit, là où on se sent bien, être en accord avec ses convictions. Ça vous permet de réaliser l'impossible, vraiment. D'accord. Merci.
Donc devenir végétarien ou végétalien, bon, on en parlera peut-être un peu plus plus tard. Faire ce qu'on a envie de faire et puis s'y tenir. Il y a un endroit où on apprend à manger de manière végétarienne, hein, en l'occurrence, et où on apprend que vraiment ça peut être très très gourmand. Je l'ai vécu en allant plusieurs fois au centre Navdanya chez Vandana Shiva en Inde, où au bout d'une semaine, on se rend compte qu'on n'a pas mangé de viande, mais que finalement, c'est vraiment régalé, qu'on n'a absolument pas vu la différence entre le végétarien et le non-végétarien. Voilà, donc je vous raconte ça pour introduire la vidéo qu'on va voir maintenant, et qui présente cette ferme qui s'appelle Navdanya, et qui est un peu le cœur du réseau de Navdanya en Inde. Navdanya, c'est l'ONG de Vandana Shiva qui pilote notamment un réseau de 120 banques de graines pour sauver les semences libres. Voilà, donc je vous propose de découvrir maintenant cette vidéo. Namaste, my name is Aditi and I work here at Navdanya's Bij Vidyapeeth, located at Navdanya's Biodiversity Conservation Farm here in Doon Valley. Bij Vidyapeeth is Navdanya's learning center and was established in 2001 by Dr. Vandana Shiva. We have teachers, students, people come from all over the world to learn from nature and to teach and learn from each other. Here we are conserving 1,500 varieties of seeds in our seed bank and growing them every year on our fields. The farm here is constantly changing and it's very, very dynamic. So we can learn from its biodiversity, learn from the farm's cycles and its natural processes. This gives us the opportunity to open it up for people who are interested in learning about organic agriculture, agroecology, and about community living. You can learn from nature through our organic practices. You can learn from farmers as teachers, because farmers have intrinsic knowledge that they've gathered and learned from their teachers, from their community. And finally, we can also learn through community, and community is teacher. So by joining us here, you join a community and we learn from each other and we teach each other. Because we don't just learn with our heads, we learn with our hearts and our hands. And so we invite you to come here and join us so you can learn with your head, heart and hands by working in the fields, by harvesting, by weeding, by chopping vegetables, by washing plates, by cleaning our campus. These are all the different things and activities that we do daily so we can learn by doing. So we invite you, those who are interested in learning from nature and being a part of this process, to come join us here at Navdanya's Bij Vidyapeeth. Vandana Shiva, comme on ne pourra pas tous aller demain à l'université des graines en Inde, on a besoin, puisque vous êtes là avec nous, que vous nous transmettiez ce message. Alors vous allez avoir un petit peu plus de temps que les autres, parce que vous devrez nous quitter en cours de débat. On essaie de profiter au maximum de votre présence ici à Paris pendant la COP21. Mais enfin, voilà, vous avez compris ce qui remontait et quelle était notre préoccupation. Si c'est possible, mais alors c'est possible comment est-ce qu'on peut s'y mettre, chacun dans notre vie quotidienne et puis ensemble? Et peut-être, Vandana, comme on est ici à Paris, dans un environnement très urbain, qu'on le voit là, qu'on est dans un environnement plutôt rural, par rapport à la question qu'on avait tout à l'heure, comment faire en sorte de réunifier à la fois la nécessité d'être en lien avec la nature, à la fois le fait de vivre dans une ville comme Paris ou comme une capitale en général, et comment est-ce qu'on peut vraiment aller dans le sens d'une société plus écologique, y compris dans des villes? Well, one, I want to thank both of you, Cyril and Lionel, for organizing this evening to La Villette,
for making the space available and for making the garden available, because we've just planted a garden of hope in the La Villette garden. And this garden shows that you can have urban gardens. Of course, this space is very generous, but in very tiny spaces, you can grow so much food. It is possible to imagine the city doesn't have to be only concrete pavements. It is possible to imagine they can be dug up. I have personally participated in 3 guerrilla actions over the last 2 or 3 years with the Environment Minister of Germany, with movements from across the world, because this is the year of soil, and we dig up pavements and start gardens. It is possible. And, you know, when I started to say that every place is a potential garden, it could be your terrace, it could be your rooftop, and the more we garden, the more we do ecological rejuvenation, and we create another possibility also for the kind of agriculture that we have. Of course, Navdanya Earth University is on a farm, but I can tell you, we are being eaten up all around by a new urbanization. And I imagine that in 10 years' time, we'll be an urban farm with the way the cementification is growing. Now, everyone eats. Everyone has to eat. And we've been given these 3 really crazy ideas. First, that because we all have to eat, and many people are in cities, the food must come from 10,000 miles away. Why? It is possible to imagine your food can come from nearby. We launched the Pact for the protection of the earth and each other. And it was started, the thinking for the Pact started when I was in Paris on the 9th for the AMAP, the Community-Supported Agriculture Movement, to initiate a process to make the greater Paris region an organic zone. Now, there are farmers all around Paris. They're struggling to survive. And meantime, people in Paris are eating junk and poison and falling sick. It is very possible that the way some CSAs have started, that more CSAs multiply. It is possible that you get up tomorrow morning and say, my plate is going to be the site of revolution. From my plate, I will support organic farmers who are protecting the earth. From my plate, I'm going to support all the pollinators that are going extinct with the spraying of pesticides. And from my plate, I'm going to make sure that the oceans which are dying because of chemical fertilizers don't die with Z zones, because I will be supporting organic. So in my plate, the ocean protection comes. And because industrial farming is 50% of the climate problem, with carbon dioxide, with nitrogen oxides from fertilizers, which we should start calling the exons of agriculture, because they're fossil fuel based. And they're growing faster than any other sector, because with fracking, they've got new supplies of natural gas. You know, with peak oil, Paul and I, Robert and I have done so many meetings on peak oil. Peak oil has come, but the way fracking is increasing the supply of fossil fuels, and therefore fertilizers, means more threat to oceans, more threat to the air. From our little plates, we create health. Our plates with consciousness are literally our doctors. There is more money being spent on bills for healthcare. Everyone is sick. Someone has diabetes, someone has obesity, someone has a heart problem, someone's got cancer, and it's all coming from the food system. We can solve that problem from the way we eat. But I want to address another issue that was raised twice when you went round, the issue of citizens and politics. And I think we should talk about citizen politics, not citizens and politics, assuming that politics is something we hand over
to those who we expect to represent us. And the further they are from us, the less they represent us, and the more they represent the corporations that are going to destroy our freedoms. So the challenge we have is to reclaim democracy. And reclaiming democracy means, first, we start to make the decisions that affect the planet and our lives. Especially for eating, either we can do it freely, or if they come in the way, we can say, sorry, we won't obey your bad laws that force toxics on us, GMOs on us, force us to kill the whales, force us to kill the oceans, force us to create climate change. And that is what Satyagraha, Gandhi's word for civil disobedience of the force of truth, is about. It is the creative withdrawal from destructive systems and a creative commitment to build the alternative. It's totally possible. We've built the organic movement. Monsanto had an agenda that by the year 2000, all seeds will be genetically engineered, all seeds will be patented, farmers will be buying seed every year, paying them royalties. It is possible to defend the seed. We've done it. It is possible to be GMO-free. France has done it. Most of Europe is GMO-free. It is possible to reclaim food democracy. The second level we reclaim democracy is by working with local governments to resist the takeover of power from the local to the distant. And the distant is now really becoming the global. There's very active citizens and city council movements. Mayors all have real solutions to climate change. It's the national governments that say, oh, this is not possible. So much more becomes possible the closer you get to the ground. And in Europe, there was a principle called subsidiarity that is being forgotten. Subsidiarity means you do whatever can be done closest to the ground, at the most local level, and you only delegate upwards that which is not doable locally. Well, it's very easy to have local food systems. And we will be the ones who will write the rules of local food democracy. It will not come from WTO. It will not come from TTIP. They will try their very best. Now, TTIP, which is the Transatlantic Trade and Investment Partnership, also called TAFTA, who's writing it? The corporations. What are part of its rule? So-called harmonization of standards. What is its power? That corporations will have the right to sue governments that protect their people. That basically means an end to democracy. That's why these kind of free trade treaties, which are totally unfree, have to be hugely resisted. I think it is possible for us to live joyfully and well with much less. We don't have to be part of predatory economies. We don't have to imagine we don't have to subscribe to the trick of the GDP. The GDP is a trick. Say growth is an imperative. And all that growth measures is how much you can steal, how fast, from nature and society. It is a linear extractive economy. The circular economy, and you'll hear more about this from Emmanuel this evening, is an economy that constantly returns. It's based on the law of return, not on the law of theft and exploitation. And it gives back to nature. It gives back to society. It is possible to build those new economies and living economies because everyone here is doing it. Rob is doing it. You're doing it. We are doing it. So we need to shift three things. We have a democracy that is either dead or false, which doesn't represent people anymore. And instead of being of the people, by the people, for the people, it has become of the corporations, by the corporations, for the corporations.
So we have to create real living democracies, and that means we have to take the power and the responsibility that comes with power. Economy is destroying the planet. The way it's destroying society, it's based on fictitious finance. Look at what's happened to Greece. Look at what's happened to Italy. Look at what's happened to the third world with the structural adjustment programs. These are economies of ecocide and genocide. We can create local living economies. We will have to create local living economies, both for those who anyway have only that as an option, both the excluded of the North and those of the South from whom resources are being taken, as well as the fact that it's in the local living economies that we really live better by using less of the Earth's resources. And third is culture, which in my view is very important today for Paris and Europe. Culture was knowing who you are, your meaning, your values, your practice, what you eat, your language. Today, what is culture? To know who you are not. Samuel Huntington wrote a book called The Clash of Civilizations. And somewhere in it he said, you can only know who you are if you know who you hate. He got it so wrong. You can only know who you are when you know the web of relationships, both in nature and society, of which you are a part. You can only know who you are if you know who you love. So we have to switch from this negative definition of culture to a very positive experience of culture, which is totally related to positive economies and positive democracies. And for that, this culture of hate and fear, and everyone's been referring to the elections over the weekend, hate and fear will be used as political capital in the near future in Europe, using the events of the 13th, using the refugee crisis. We need to expand our hearts and minds to realize we are one humanity on one planet with lots of diversity, and diversity is not a problem. It is a richness. Merci Vandana. On va voir maintenant un extrait du film Demain qui nous présente Pocheco. Pocheco, c'est l'entreprise d'Emmanuel Druon qui est là tout au bout devant nous. Et Vandana m'a facilité la transition parce qu'elle a parlé de ces économies vivantes et qu'elle a fait référence également à Emmanuel, parce que c'est vrai que c'est un exemple, mais vraiment fascinant, d'entreprise qui arrive à recréer un écosystème, à créer une économie circulaire qui finalement régénère, non seulement redonne ce qu'elle prend à la nature, mais également finalement la régénère aussi. Voilà, donc on va voir tout de suite un extrait de Demain. Le papier qu'on utilise pour fabriquer des enveloppes provient de la forêt. Alors on coupe des arbres, mais les gens avec lesquels on travaille replantent 4 arbres à chaque fois qu'on en coupe un. Fabriquer des enveloppes avec un grammage plus faible, c'est aussi réduire notre consommation de matières premières. Ce sont des containers dans lesquels on récupère les déchets de papier. Et ça ensuite c'est revendu. Donc c'est de la bonne matière première qui va être recyclée. Pendant très longtemps, le mode de conditionnement, c'était de mettre les enveloppes à la main dans des boîtes. Pour remplacer ce système, on les met en bobine. Il y a 38 000 enveloppes sur une bobine. Et du coup, on a réduit d'un tiers notre consommation de boîtes de carton. En plus, tu gagnes de la productivité parce que ça va beaucoup plus vite. En 1998, on est passé à des encres totalement à base d'eau et de pigments naturels. Ce qui nous permet aussi maintenant de ne plus utiliser de produits chimiques et toxiques pour nettoyer les machines, mais uniquement avec de l'eau. Dans la machine à laver, c'est de l'eau de pluie et du savon de Marseille. Et cette eau-là, qui est donc souillée mais non toxique, on va l'envoyer dans les bambous. Et c'est le système racinaire des bambous qui active des bactéries, qui décomposent la souillure, qui s'en nourrit. La seule biomasse générée, c'est la tige du bambou, qui pousse, qu'on coupe, qu'on sèche et avec laquelle on se chauffe. À Pocheco, on se chauffe avec les bambous, mais aussi avec les déchets de palettes broyées qui vont tous dans la chaudière à bois. Mais cette chaudière ne sert qu'une partie du temps parce que l'essentiel du chauffage
il vient de là. C'est la salle des pompes. Ici, on fait du vide. Alors on récupère la chaleur et c'est avec ça qu'on chauffe l'usine. Toute l'usine. L'objectif est que tout dans l'usine soit productif, y compris la toiture. Qu'elle produise de l'électricité avec les panneaux solaires et bientôt l'éolienne, qu'elle récupère et filtre l'eau de pluie pour tous les besoins de l'usine, sanitaire, arrosage, nettoyage des machines, qu'on puisse y faire du miel avec les ruches et qu'elle isole du bruit avec le toit végétalisé. Ça, c'est quand même... Bye bye. Moi, je trouve ça, enfin, ça fait plusieurs fois que je le vois et à chaque fois, je trouve ça fascinant. J'aimerais bien travailler dans ton entreprise, Emmanuel. Mais c'est vrai qu'à la fois, comment se l'approprier, ce qu'on vient de voir, et on travaille tous soit en indépendance, soit dans les entreprises qui sont dirigées par d'autres patrons, etc. Mais peut-être qu'il y a quelque chose, un principe qui se dégage dans ta manière de fonctionner et qu'on pourrait nous aussi s'approprier pour le mettre en œuvre lorsqu'on est au travail. Et moi, je me pose toujours la question de ce qui vous fascine tant dans ce qu'on a fait. Parce que ça me semble, ça fait 20 ans en fait qu'on a mis ça en place, et je vous mens pas. En fait, à chaque fois, on se dit mais non, mais c'est une blague. En fait, on est revenu vers ce qui se fait de plus simple. En 97, quand j'ai pris mes responsabilités, c'était pas gagné parce que c'est l'enveloppe. Je vous en montre une parce que c'est un produit en voie de disparition. Qu'il y a des gens ici qui n'en ont jamais vu. C'était déjà un produit en voie de disparition il y a 20 ans, avec à l'époque le fax et aujourd'hui l'Internet. Et donc c'était un marché qui s'écroulait, vraiment, qui était en effondrement. Et en plus, c'était du papier. Or, le papier, de notoriété générale, faire du papier tue la forêt, quoi. Donc on avait cette espèce de dilemme, cette injonction paradoxale qui était... on est dans une région, le Nord-Pas-de-Calais, où il y avait déjà un taux de chômage très élevé, avec... beaucoup de gens qui sont des intouchables dans le fond, issus de la deuxième génération de l'immigration, avec peu de formation, on est des intouchables. Et d'une certaine manière, on avait peu de chances de s'en sortir. Et puis, on a été chercher, en effet, dans la forêt, des gens qui, à chaque fois qu'ils coupent un arbre, en replantent 4. Mais dans le respect de la biodiversité des espèces et par coupe d'éclaircie, c'est-à-dire que c'est une forêt variée, dans laquelle les zones humides sont préservées, dans laquelle la faune, la flore est préservée. Et on a travaillé avec eux et développé cette relation avec eux, puis on s'est inspiré de ce qu'ils avaient mis en place, sans faire grand bruit d'ailleurs. Fabriquer du papier, ça consomme aussi beaucoup d'eau. Et 95% de l'eau qui est utilisée avec ces gens-là est une eau qui est ensuite nettoyée, renvoyée dans l'environnement propre, et 5% restant est dans le papier. Et donc, puisque dans les 10 premières années de sa croissance, un arbre consomme le plus de CO2, et que ces arbres sont coupés principalement pour faire en fait de la charpente et un peu de menuiserie, on récupère les copeaux, et ce sont les copeaux qui vont faire la pâte à papier. Avec les branchages, ils font chauffer l'usine. Tout ça, ça se passe en Finlande, à 2000 km d'ici. Et en fait, ils ont déjà un système circulaire. Et ils avaient déjà un système circulaire il y a 20 ans. Et moi, je me suis inspiré de ce que j'ai vu là-bas en me disant, dans le fond, voilà, maintenant j'ai la preuve que de fabriquer des enveloppes n'est pas la contrepartie de mon travail, ça n'est pas le massacre de la forêt et de l'environnement. Et ça, c'est fondamental dans le rapport qu'on établit au travail, parce que dans le fond, quand on a la chance d'avoir un travail, on travaille un tiers de sa vie, plus ou moins, et donc il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Et les questions que posaient les gens tout à l'heure dans la salle, c'est qu'est-ce que je peux faire demain, par exemple, hein. Demain matin, qu'est-ce que je peux décider? Je peux décider, par exemple, de refuser de recevoir mes factures par Internet. Ça t'arrange, non?
Il y a une étude du CNRS qui m'arrange en 2010 et qui dit qu'il est 15 à 23 fois plus polluant de recevoir ses factures par Internet. Nous, on nous fait écrire, nos clients nous font écrire sur les enveloppes qu'il faudrait passer à la facture ou au relevé de compte par Internet, ce serait bon pour l'environnement. C'est un mensonge, c'est de la publicité mensongère. C'est simplement parce que ça leur évite de payer le timbre. C'est entre 15 et 23 fois plus polluant pour l'environnement. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous battre pour continuer de recevoir vos factures et vos relevés de compte par la poste. Bon, ça c'est dit. Juste sur ce que tu dis là, c'est-à-dire, toi tu es entrepreneur, effectivement tu reprends une entreprise qui était à ce moment-là en grave difficulté, tu vois bien que le produit que tu fabriques est un produit, comme tu dis, en voie de disparition. Qu'est-ce qui fait que pour toi c'est possible, si tu extrapoles encore au-delà de votre histoire personnelle, pour n'importe quel entrepreneur de s'engager dans cette voie alors que, a priori, tout est compliqué, trop cher, pas possible. La décision qu'on a prise à l'époque, mes prédécesseurs avant moi, et que j'ai maintenue, c'est l'idée que l'argent gagné par l'entreprise est un moyen d'entreprendre et que ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que ce qui est impossible à tenir, c'est la notion d'accumulation du fric pour une élite autoproclamée d'actionnaires qui décident que les entreprises, on va les financer pour qu'elles deviennent numéro 1 mondial. Et ma question, c'est une fois qu'on est numéro 1 mondial, après, on va où ? Sur Mars, c'est-à-dire qu'on est rentré dans un système, le capitalisme, si je caricature Schumpeter, la destruction créatrice. Mais tous les scientifiques, tous les activistes nous disent et nous prouvent que les ressources sont épuisées, ressources minières, fossiles, fissibles, halieutiques. Donc il n'y a plus rien à détruire. Il faut arrêter ça. Donc il faut rentrer dans entreprendre sans détruire. Et nous, on s'est inspiré d'un mot de Corinne Lepage, l'économie. On s'est dit, il est probablement plus économique de travailler de façon plus écologique. Et c'est un extrait que vous avez vu tout à l'heure. Par exemple, les encres à base d'eau nous permettent en effet aujourd'hui de nettoyer nos outils avec du savon de Marseille et de l'eau de pluie et de recycler tout ça dans la bambousette phytorémédiation. Je ne vais pas raconter le film, mais pour répondre à ta question, ce qu'on peut faire, ce qui est possible, c'est de revenir à soi. On le sait. On le sent, on le sait intuitivement qu'il y a des produits chimiques, il y a des produits toxiques et que c'est des usines à gaz qu'on construit pour des besoins qu'on n'a pas. Et donc l'idée, moi, elle me vient de la petite enfance, à l'école primaire. Mes parents et mes maîtresses m'ont expliqué que tu pollues pas, tu respectes l'autre, tu respectes l'environnement, il n'y a pas à détruire. On n'est pas dans la destruction. C'est dans les écoles de commerce, dans les années 80, qu'on a appris qu'il fallait accumuler, qu'il fallait devenir des killers, qu'il fallait être des terminators, qu'il fallait passer un costume quand on franchit les portes de l'entreprise. Mais quand on franchit les portes de l'entreprise, on ne perd pas sa citoyenneté, on ne dépose pas son cerveau au vestiaire. Donc l'intelligence du XXIe siècle, pour l'industrie, ça sera l'intelligence de la reconstruction, ça sera l'intelligence de revenir à soi. Et c'est ce qu'on a fait. Et si nous, on l'a fait en vendant nos enveloppes 1 centime l'unité, ce qui ne rend pas riche, en décidant simplement de sortir du système capitaliste qui veut l'accumulation, la rémunération de quelques personnes au détriment du travail. Parce nous, en France, on est dans un pays soi-disant riche où il y a quand même 8,5 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, où 5 640 000 personnes sont au chômage, si je compte les dom-toms. Donc, il est grand temps qu'on change de paradigme. Et si nous, on a pu le faire en vendant ce produit pas cher et en le produisant, on a été chercher, finalement, on est trop pauvre pour acheter de la mauvaise qualité. Donc on a été chercher la meilleure matière première, le meilleur papier, les meilleures encres. On fait travailler les gens les plus intelligents. On a le parc de machines le plus moderne du monde dans notre spécialité. Pour réduire la pénibilité, la dangerosité, pour réduire aussi l'impact de l'activité sur l'environnement et pour gagner de la productivité et donc éventuellement être compétitif. Et notamment parce que vous réinvestissez l'argent. Oui, tout l'argent gagné par l'entreprise, le peu d'argent gagné par l'entreprise est systématiquement réinvesti dans l'entreprise sans discontinuer. On distribue strictement jamais de dividendes. Et les salaires sont de 1 à 4. 1, c'est le SMIC plus 15%, et 4, c'est 4 fois ça. Merci Emmanuel. Alors
cette résilience, c'est-à-dire la capacité de ton entreprise à résister un peu au choc extérieur et cette sorte d'autosuffisance où vous produisez vous-même le combustible qui va chauffer l'entreprise, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les villes en transition. Rob Hopkins en est l'initiateur. Après avoir mis en œuvre une idée dans sa petite ville de Totnes, qui est donc cette idée en fait d'aller chercher une forme d'autonomie dans l'alimentation, dans l'énergie, dans l'économie, etc. Et bien, il est arrivé à recréer aussi un écosystème qui est très cohérent et qui résiste lui aussi bien au choc extérieur et qui nous montre un petit peu la voie qu'on pourrait prendre. Aujourd'hui, il y a 1200 villes en transition. Et donc, on va regarder un autre extrait du film Demain qui nous montre un petit peu comment ça se passe sur place à Totnes et ce que c'est que ces villes en transition. Donc on peut mettre l'extrait de Demain, les villes en transition. Well, in Totnes we have a £21 note. Kind of 21. Because you can. Why not? Well, I think the idea is really actually if we want to have a local economy which is more resilient and within which money cycles locally. So you know every time you spend £1 in the local economy with a local business, it circulates more times. So it leads to about £2.50's worth of activity in the local economy. Whereas if you shop in a supermarket, it maybe leads to £1.40's worth of activity. That money just leaves. And what we want money to do in a more resilient economy is to cycle as many times as it can. So this in Totnes is worth £21. In the next town up the road, it's not worth anything. It has no value at all. So they're a really useful tool for building that kind of resilience. So it's not to get rid of sterling. It's a complementary currency. It runs alongside. The beauty of them as well is that they're a real kind of celebration of the place and the culture and the history. So this is from Brixton. This is a Brixton pound. And they have David Bowie on their £10 note, which is so much cooler than the Queen any day of the week for me. And is it legal, like, to make a 21 Totnes pound? Well, when we started doing it, we formed this advisory panel of alternative economists, very eminent alternative economists, and we said, are we allowed to do that? Are we allowed to start? And that's one of the very first Totnes pounds. We said, are we allowed to just print them and imagine they're worth £1? And they said, no idea. Do it and see what happens. So well, you're not much of an advisory panel, really, are you? Advisory panel's not really like that. So we did, and we just had a go, and then that inspired other places like Lewis to start the Lewis pound, and then Bristol and Brixton and all these other ones. And actually nobody knew, really. Rob, comme on vient de voir cet extrait qui porte vraiment sur la monnaie, la création de monnaie, est-ce que peut-être tu peux commencer par compléter et montrer, même si on a vu qu'il y a déjà beaucoup de monnaies différentes, mais montrer qu'on peut faire des choses très ambitieuses avec ces monnaies, et que ce ne sont pas simplement quelques pounds ici et là, mais que ça représente aussi des grosses sommes parfois. Et puis ensuite, nous dire, voilà, chacun d'entre nous, comment c'est possible de créer nous aussi la transition autour de nous. Et juste, je complète Rob la question, mais ce que je trouve hyper drôle en fait dans cet extrait, c'est le degré de créativité et de liberté que vous avez pris par rapport à la monnaie, mais qui est quand même quelque chose de fondateur dans votre démarche, de se dire on n'attend pas l'autorisation, on a le droit de faire ce qu'on veut, on n'est pas obligé de suivre les règles. Est-ce que tu peux nous parler de ça aussi? Thank you. I grew up with punk. Punk was a huge inspiration for me. One of the things that I really loved from punk was a drawing which showed you how to play 3 chords. This is E, this is A, this is G. It said, here are 3 chords, now form a band. And I love the permission in that. I love the spirit in that. That's always really run through my approach to everything. So as Vandana said earlier on, we need the creative withdrawal from destructive systems,
That's the kind of inquiry that I've been on for maybe 20 years. What does that actually look like? What does that look like when it starts with us? What are the 3 chords that we can pick up to enable that to happen? And there was one of the questions that I'm looking forward to talking about a little bit later was about children and how we do this stuff with our children. I'm a father. I have 4 sons. And the idea of economic growth for me has always felt a bit like with our children, if our children just grew and grew and grew and grew and grew and carried on growing until they were absolutely enormous, we would feel that something was really deeply wrong with nature. Something had gone horribly, horribly wrong somewhere. Yet with our economy, we just imagine that that's just entirely possible. So I suppose for me, one of the ways for me that I see that change is possible is because I see it happening in so many places. And one of the things that is really important within that is the idea of tipping points. So many of you here may be involved in a project in your school, in your university, in your business, in your community, maybe a gardening project, a food project, an energy project, whatever. And you will have, as some people said when we did the questions, I don't know if this makes any difference. I have no idea if anybody else is listening. But the tipping, you never, ever know where those tipping points are, really. When we started the Totnes Pound, I walked into a building on the high street in my town. And on the wall, there was a framed 1810 banknote issued by the Bank of Totnes. I thought Totnes had its own bank and it issued its own money. How interesting. And we just asked that question as we said there, what would happen if we made some more? And that moment of deciding, let's just do it and see, has a particular kind of spark in that moment. You step across, you take a risk. What do you have to lose? A few people think you're mad, so what? So that was the tipping point. We said, let's have a go. And now here we are, 10 years, no, maybe 7 years after that moment. We have a £21 note in my town. In the city of Bristol, the mayor of Bristol now takes his full salary in Bristol pounds. You can spend them on the buses. You can pay your council tax with them. You can buy train tickets with them. You can pay your energy bills with them. Why have I still got my headphones on? I don't need those on, do I? And, but you can trace that back to that tipping point, that moment of saying, let's just have a go. I went to Berlin 2 or 3 years ago and met a transition group there who in Kreuzberg, in the center of Berlin, in their local park, had planted 28 fruit trees. That's what they said. And when they had planted these trees, it had been a lot of work to get the permission and so on. They planted these trees. Everybody said, oh, they will all get destroyed. They were all fine. A year after they planted the trees, their local council announced a new law to say that all new trees, shrubs, plants in that part of Berlin that they planted would all be edible plants, all edible species. But again, you trace that back to that moment of saying, should we do this? Should we not do this? What do you think? There is, for COP21, we produced this little book called 21 Stories of Transition, and we have some copies outside afterwards. And we gathered stories from 39 transition groups in 15 countries. One of those stories is in Brussels, in a neighborhood in the center of Brussels, where the community planted a food garden in the middle of the street. And the beautiful thing about that story is firstly that they decided to do it. People love it. In a part of the city where you just walked, you put your collar and you walked, people now stop. They have conversations. They laugh. They smile. Children play in the street they never played in the street before. But they can start to see already the other streets around coming and saying, how did you do that? Can we do that too? Will you come and show us how to do it?
And it starts to build. This stuff, it starts to build. And one of the important things is sometimes we imagine, those of us who are activists around climate change, around behavior change, that everybody can take an immediate leap from not being aware, not being active, to being a super activist, amazing, running a community energy company, a community agriculture farm. Doesn't work like that. People need steps. People need to build confidence. Many people have very, very little confidence. We build those steps with projects that start out, you might look at them and think they're quite small projects. Urban food projects, gardening projects, but they're so important because they give people the confidence to take the next step, and then they grow. And one of the things that I see again and again in transition groups, now in 50 countries around the world, is that people grow. They start cautious, they start nervous, they grow, they build, and what we can do as we grow is really astonishing. And this and Daman is a really beautiful film, I think, for capturing that, the journey that people go on, and what we can achieve when we start to build that confidence is really remarkable, really remarkable.